en fait de vous poser 3 questions à tous les deux, et puis on prendra dans la foulée des questions dans la salle aussi pour qu'il y ait un peu plus d'implication, parce qu'on est dans un atelier, pas dans des conférences, et pour que vous puissiez vous exprimer, que ça soit le plus interactif possible. Alors les 3 questions que je vous pose à tous les deux sont les suivantes. C'est finalement, pour reprendre d'une certaine manière ce qui était dit dans la conférence de ce matin et dans celle donc on a eue hier soir, très, très brillante, mais un peu désespérante du point de vue des politiques publiques. C'est finalement, à votre expérience, que peuvent les politiques publiques pour changer les configurations structurelles des territoires. Bernard, mais tu l'as évoqué aussi, Olivier, les territoires sont très inégaux, de multiples points de vue, marqués par leur histoire. Donc, finalement, après 15 ans de PRDF, après plusieurs vagues d'évaluation des politiques régionales, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire quant à la capacité des politiques régionales, de régulation par exemple de la carte ou des cartes de la formation professionnelle, à changer, à infléchir l'offre, à rendre moins dépendant des jeunes, par exemple de l'offre locale qui, si j'ai bien compris ce que tu disais Bernard, parfois les fait tomber dans une sorte de trappe sur des métiers, des formations sans guère de débouchés et avec des perspectives de mobilité personnelle très limitées, notamment dans certaines zones rurales. Donc, qu'est-ce qu'elles peuvent, ces politiques ? Question aussi d'ordre politique. Le territoire est souvent présenté comme, disons, le niveau efficace pour développer des politiques transversales qui bousculent les cloisonnements, des politiques, disons, propres à tel ou tel secteur d'activité, qui permettent de lier les politiques de développement économique, les politiques donc de formation, les politiques d'emploi. Donc là aussi, à votre expérience, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Deuxième type de question sur les connaissances. Vous avez tous les deux, à votre manière, évoqué les apports potentiels des connaissances à l'action publique. Donc là, je me tournerai plus particulièrement vers Bernard, mais ça vaut aussi pour Olivier. Là aussi, après 15 ans de décentralisation, de recommandations multiples venant des évaluations qui avaient pu être menées, quel est finalement l'apport en prospective sur les territoires des dispositifs de connaissances dont on dispose? Et question subsidiaire, finalement, de votre point de vue, pour ce qui est de l'approche statistique, quel serait le découpage pertinent sur lequel vous vous caleriez, ou est-ce qu'il faut imaginer plusieurs découpages selon le type de questions qu'on se pose? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez une longue expérience de ces questions. Personnellement, ça m'intéresserait de vous entendre. Enfin, troisième type de questions, plus directement sur l'expertise. Est-ce qu'il faut aller, si j'ai bien compris ce que tu disais, Olivier, vers du sur-mesure, c'est-à-dire d'une certaine manière, les diagnostics systématiques ont leur intérêt, ils permettent de positionner les territoires les uns par rapport aux autres, mais il faut aller vers de l'accompagnement plus fin pour favoriser des connexions, des coordinations et des potentialités d'action qui soient vérifiées ensuite éventuellement par des évaluations. Et là aussi, à ton expérience et à celle de Bernard, puisqu'il anime le réseau aussi des centres associés en région du CEREC, qu'est-ce qu'on peut en dire quant à ces métiers flous aussi de l'intermédiation qui sont censés favoriser le lien entre expertise et action? Voilà, mais vous répondez pas tout de suite, comme ça vous laisse un petit délai, et on va prendre dans la foulée des questions donc dans la salle, et je pense qu'il n'en manque pas. Il nous faut des questions. Oui, question à l'attention de M. Larouzos. Donc vous évoquiez le côté que peut avoir le côté enfermant que peut avoir les CQP sur une logique territoriale. Quelle place vous donnez au répertoire national des certifications par rapport à cette prise de position ?
Jean-Luc Debarre. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur les perspectives culturelles, sur ces dynamiques? Voilà, un peu. Et en rejoignant la question en rejoignant cela au diagnostic qualitatif sur les territoires, et notamment en quoi ces perspectives et ces diagnostics, en quoi ils constituent une valorisation de ces territoires-là, tant en collectif qu'en individuel, enfin autant pour les individus que pour les institutions. Merci Guy-Marie, travaillant pour l'ANFA OPCA de Branche, mais très intéressé pour travailler avec les observatoires régionaux et les partenaires publics, comme ça a été dit. Je crois que c'est important d'insister sur le fait qu'on doit encore préserver, voire se battre pour défendre des organismes de statistiques publics. Il y a certaines dérives qui me semblent dangereuses. Moi, je ne retiendrai pas tout à fait les questions que vous avez posées, parce que sur la qualité de la photo, sur qu'est-ce qu'il faudrait gratter encore, bon, on va pouvoir aller très loin et au plus fin, le tamis le plus fin possible, etc. Le plus important, me semble, ce que vous avez pointé en conclusion, pour moi, c'est pas les photos, c'est de passer à la vidéo, de travailler sur le mouvement et sur l'animation et sur ce que ça peut générer sur les territoires. Et je suis très, très attentif, effectivement, au fait qu'on essaye de ne plus avoir ceux qui cherchent d'un côté, qui travaillent, et les acteurs, objets en même temps des études sur les territoires, mais qu'il faut qu'on leur livre en pâture, quitte à déconstruire, enfin, travailler sur ces tensions entre ce qui remonte du territoire, ce qui peut venir d'au-dessus. Et là, la réponse politique, pour moi, elle est claire, c'est la région. C'est au niveau régional, effectivement, où se jouent ces choses-là. Et une des responsabilités peut-être nouvelles, en plus de ce que nous a dit Gérard Speranza ce matin, de la région, c'est qu'elle s'empare de ce rôle d'animateur sur les territoires pour faire jouer ces tensions-là qui sont, je crois, fertiles, prometteuses, créatrices d'enrichissement pour les uns et pour les autres. Et je crois que les acteurs des territoires s'enrichissent à avoir ces regards qui prennent un petit peu de recul, comme les chercheurs s'enrichissent d'avoir ces remontées qui ne sont qu'une perception peut-être. Et c'est peut-être là où on va retrouver, à boucler avec hier soir, c'est d'avoir une attitude aussi de candeur vis-à-vis de l'expert, être capable de candeur vis-à-vis de ce qui peut se dire, être en capacité d'écoute, de mise en relation et en confrontation, parce que c'est générateur pour moi de quelque chose de nouveau. Plus que d'affiner les tamis et de chercher quel est le bon paramètre, la bonne donnée à étudier. Oui, Jean Besançon, le directeur de l'Université ouverte des compétences. Moi, j'aurais une question qui part de la remarque et de Bernard Hillot et d'Olivier Larouzos à la fin de son intervention, qui, quelque part, est la suivante. C'est, est-ce que, pour s'intéresser aux questions relations, emploi, formation, compétences sur un territoire, est-ce que c'est de ça dont il faut s'occuper? Je vais essayer de dire un mot sur mon propos, c'est-à-dire, finalement, ce qui fait activité, emploi, vie sur les territoires, c'est tout un tas de facteurs, et pas forcément les questions de formation. Vous savez, le gag connu dans le monde de la formation, c'est on dit la réponse c'est la formation. C'est quoi la question? Donc, je le prends juste comme un point. Dans une vie antérieure, j'étais directeur d'un mouvement associatif en milieu rural qui s'appelle la Fédération nationale des foyers ruraux. Et en 2003, le ministre de l'époque demande à cet acteur associatif, 300 000 adhérents, milieu rural, qu'est-ce qui serait juste et bien de faire pour développer les territoires ruraux? Et je fais le boulot de mobiliser plein de monde d'acteurs associatifs. Et il en sort 7 entrées pour développer les territoires ruraux, du sens habiter là, développer et tout. Mais c'est marrant, dans les 7 entrées, il n'y en avait pas une sur la formation. Donc
Quelle réflexion ça vous inspire sur ce que vous avez vu dans Briançonnet, par exemple? Oui, alors, bon, il y a... comme il y a les questions qui ont été posées dans la salle renvoient aux questions qui ont été posées par Eric. Si tu en es d'accord, je prends les 3 questions que tu as posées et chaque fois je vais rebondir sur les questions de la salle. Donc, question 1, que peuvent faire les politiques publiques pour changer les configurations des territoires? Alors, je dirais que la première chose, c'est une prise de conscience du local. Prise de conscience et prise de connaissance du local. Si vous voulez, pour vivre en Provence, j'aurais tendance à dire que l'identité provençale, c'est plus Marcel Pagnol. C'est le travail tertiaire, c'est l'activité touristique, c'est un certain nombre de choses qu'il nous faut connaître pour être conscient, quand on vit en région PACA, de ce que l'on est, de ce que l'on peut faire, des marges de manœuvre et de contraintes que nous avons. Et donc, ces spécificités territoriales, elles valent aussi au niveau local. Je vais vous donner un exemple. Entre 1998 et 2003, l'Observatoire régional des métiers avait fait 3 études successives sur les différences territoriales. Dans une époque où la conjoncture économique était extrêmement fluctuante, puisqu'il y avait eu la période de croissance de la fin des années 90, puis après un début de crise, etc., on s'apercevait que malgré des fluctuations globales au niveau national et au niveau régional, des taux d'emploi, etc., que les grandes disparités entre territoires ruraux et urbains, agricoles et industriels, tertiaires, etc., que ces grandes disparités étaient extrêmement solides. Et que donc, les acteurs locaux doivent avoir conscience de ce qui fait le caractère socio-économique spécifique de leur territoire. Et je dirais qu'actuellement, ça reste de l'ordre du doigt mouillé, c'est-à-dire que, bon, voilà, on sait qu'on est rural, on sait qu'on est urbain, etc. Mais une véritable connaissance construite des particularismes locaux, elle se cherche, elle n'est pas encore faite. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment un travail à faire des pouvoirs publics, non pas de vouloir révolutionner le local, mais de vouloir l'accompagner dans son évolution en connaissant bien sa portée, ses limites et ses caractéristiques propres. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point de ce que peuvent faire les pouvoirs publics en matière plus particulière de relations formation-emploi, ben là aussi, je crois qu'il faut quitter le discours du yaka, du genre, ah ben tiens, on va faire revenir une grosse entreprise américaine, etc., etc. Il faut raisonner en termes de régulation. Là, je parle sur la relation formation-emploi. Il faut raisonner non plus en termes uniquement de stratégie économique, parce que vous pouvez créer de l'emploi, et l'emploi que vous allez créer, il va non pas servir à votre population locale, mais on va faire revenir des gens qui habitent à 60, à 80 ou à 500 km. Et donc, la marge de manœuvre des pouvoirs publics, elle se situe dans une bonne régulation entre ce que veut sa population en termes de demande éducative, en termes de demande d'orientation des jeunes, etc., ce que je disais tout à l'heure, et puis, d'un autre côté, effectivement, les potentiels de développement du tissu d'entreprise, de l'économie, etc. Donc, l'idée que les pouvoirs publics ont un rôle régulateur à jouer, et ce rôle de régulateur par une conscience précise de ce qu'est la population résidente et ce qu'est la dynamique économique du territoire. Et par rapport à ce point-là, la question du côté culturel, du côté qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de dynamique culturelle des territoires, eh bien, je crois que c'est le fait que, je prends l'exemple de la ville de Marseille, qui est un exemple typique. Marseille est un pôle d'emploi de très haut niveau, parce que vous avez des sièges d'entreprise, vous avez des grandes administrations, etc. Et c'est un pôle de résidence de gens très modestes et de bas niveau de qualification.
On est donc dans une ville, pour une raison un petit peu historique, c'est que Aix-en-Provence, qui est tout près, a été l'ancienne capitale régionale et qu'on y trouve les tribunaux, le rectorat et un certain nombre de grands sièges, etc. Donc Marseille a été... la population de très haut niveau des Bouches-du-Rhône, elle est sur Aix, et sur Marseille, on va trouver des quartiers pauvres, etc. Et vous avez un décalage énorme entre l'offre d'emploi qui est sur cette zone et les caractéristiques de la population résidente. Eh bien, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut analyser pour ensuite configurer un appareil de formation qui permette de réduire cet écart entre les jeunes qui vivent là et l'emploi qui y est offert. Donc voilà un exemple un petit peu, bien connaître le tissu démographique résident pour jouer sur l'appareil de formation. La deuxième question un petit peu, c'était comment est-ce que le territoire est à un niveau efficace d'action des pouvoirs publics par rapport au niveau national? Eh bien, je dirais que pour aller dans ce sens-là, on est actuellement devant deux sortes de déficits. La présentation que Dominique Vial a faite hier montre ce millefeuille des partenariats régionaux, locaux, nationaux, etc. Et on est devant un déficit d'organisation de la gouvernance et de la concertation. C'est-à-dire, on a multiplié les instances de gouvernance, mais il n'y a, je dirais, tout ça est un peu dans le désordre. Donc, il y a un problème de gouvernance. Et face à ce problème de gouvernance, les conseils régionaux, notamment, sont en quelque sorte gênés, ont beaucoup de mal à travailler, et du coup, le problème qui se pose derrière ça, c'est le problème de l'instrumentation de la connaissance. C'est-à-dire que on a créé les OREF, les observatoires régionaux, dans les années 90. Ces observatoires se sont développés K1KA, donc j'en termine, et il se trouve que les régions ont du mal à faire appel et à construire de la connaissance avec ces observatoires parce qu'elles sont obsédées en quelque sorte par l'organisation de la concertation, de la gouvernance, etc. Et puis la troisième question qui est sur l'expertise et le sur-mesure, là je laisserai peut-être... Je te remercie Bernard. Rapidement sur le RNCP, bien entendu que c'est un outil très, très intéressant qui permet de clarifier la jungle des certifications dans notre pays, et peut-être on peut s'en saisir pour travailler sur la question de complémentarité entre ces certifications. Après, honnêtement, c'est quand même pas un outil en usage dans les entreprises, ou en tout cas les entreprises, la plupart des entreprises, je dirais. Mais bien entendu que c'est intéressant. Alors, sur la question du zonage statistique idéal, moi je dirais qu'on peut quand même faire des très bonnes choses avec la zone d'emploi. Alors en plus, aujourd'hui, elles sont en recomposition, et c'était temps, hein, puisque le critère, c'est regarder là où les gens travaillent et où ils résident en même temps. Et on a un débat pendant cette consultation organisée par l'INSEE et la DARES au service d'études du ministère du Travail, parce que, évidemment, les départements, les préfets au niveau des départements, et même les unités territoriales de la directe, craignent, mais ça va être le cas de plus en plus, que les zones d'emploi dépassent les frontières administratives. Mais en termes de... nous, comme outil d'analyse, et uniquement pour ça, ça reste je ne sais pas si c'est idéal, mais ça reste une très bonne unité. Alors... à partir de ça, je crois qu'effectivement, il ne faut pas laisser tomber la géographie sociale des territoires, là, ce que j'appelais systématique. Alors, sur le sur-mesure, je dirais on y est un peu condamné, mais c'est pas grave. D'abord parce que c'est très intéressant, et puis en plus parce que ça part de la capacité des acteurs du territoire, quelle que soit son étendue, à passer des alliances entre eux. Je dirais, là où il ne se passe rien, si on n'est pas appelé pour faire du diagnostic participatif avec eux, on n'ira pas. Et ça n'a rien de... C'est intéressant, parce que quand même, ça nous permettra d'en tirer des enseignements. Je pense qu'en
en termes de capacité d'apprentissage, pour le coup, de l'expertise, ce sera quelque chose qu'on pourra reproduire. Donc le sur-mesure est plutôt, il est complexe, mais il est plutôt agréable à faire. Alors est-ce que ça peut nous permettre de faire de la prospective, d'amener le territoire à faire sa propre prospective, l'accompagner dans son travail de prospective? C'est une question difficile quand même, parce qu'effectivement, comme je viens de le dire, il faut que les acteurs aient la volonté de partir de quelque chose. L'exemple que je donnais sur le travail saisonnier dans les Hautes-Alpes me semble, et maintenant il me semble, c'est une manière aussi de faire la prospective sur le devenir de leur territoire. Ceci dit, en territoire urbain, ça se passe pas comme ça. Ça reste une zone d'ombre, le territoire urbain, sur ces questions-là. Voilà, c'est pour ça qu'on était tombé dans le noir. Et alors, ta première question, Eric, évidemment, est redoutable, et je n'en attendais pas moins de toi. Que peuvent les politiques publiques franchement, c'est difficile à dire, mais on a... Sur la carte des formations. Alors, bon, moi, j'avais quand même envie de dire, commencer toujours par, non pas le premier niveau de la question, mais il y a eu quand même, depuis le déploiement de l'expertise relation formation-emploi, un effet pédagogique. Et maintenant, vous entendez des élus dire il n'y a pas d'adéquation. Ben, je suis désolé, il y a encore 15 ans, les choses ne se posaient pas comme ça. Et quand ils s'intéressent, y compris sur la carte de formation, aux ouvertures, aux fermetures, etc., ils incluent les questions de qualité de vie des jeunes, de logement, de transport, et en PACA, mais sans doute partout ailleurs, c'est des questions très très aiguës compte tenu de la pression foncière. Alors c'est vrai que j'ai peu parlé de la formation, et cette question m'invite à en dire un mot. En plus, l'expertise actuellement est très mobilisée sur les CPRDFP, qui ont toutes le même calendrier dans les régions. C'est la préparation de grandes orientations de politique publique de formation, jeunes, chômeurs et salariés au niveau régional. Certains connaissent très bien ces questions-là. Là, il me semble que c'est pareil, on ne fait plus pareil qu'à la première génération des PRDF quand même. On va beaucoup plus dans ces approches contrastées des territoires. On va tenir compte, vous allez me dire c'est évident de faire la différence entre un territoire alpin et le littoral en PACA. Je trouve par contre, un dernier mot, non pas pour être pessimiste, mais quand même que tout va dépendre de la capacité de l'éducation nationale à rentrer dans cette machine, parce que quand même, il y a une contradiction phénoménale. L'éducation nationale, elle est partout. C'est un service de proximité dans le moindre village. Enfin, le moindre village. Allez, il faut un seuil quand même, mais enfin, il y a des écoles. Mais par contre, elle est un peu absente au niveau régional. Alors, plus forte raison quand vous avez plusieurs rectorats dans une région. Et là, la région a du mal à dialoguer avec l'éducation nationale, et c'est quelque chose qu'il faudra dépasser pour traiter ces questions de formation dont on dit que maintenant, il faut s'en occuper tout au long de la vie. Et je reviens, pour terminer, sur la question des partenaires sociaux, parce que malgré tout, la région est devenue l'espace pertinent pour traiter les questions de formation, puisque c'est là que s'organisent les politiques d'emploi et de formation. Même s'il y a un retour à la décentralisation, ça, on entend assez de commentaires là-dessus, je ne développerai pas, mais ça reste un espace pertinent. Et du coup, ça interroge, et je crois qu'ils s'y mettent, la capacité des partenaires sociaux à s'organiser au niveau régional. Parce que, tous, on connaît des COPIR, des CCREFP, c'est encore pas top de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'il faut que les organisations, aussi bien patronales que salariées, se posent la question de l'interprofessionnel. Enfin, ça fait un peu prétentieux de dire ça, parce que ça fait longtemps qu'ils s'en occupent, mais y compris, par rapport à ces entrées formation. Merci beaucoup. Donc, pour ces réponses très substantielles, donc ça valait la peine de vous entendre à nouveau.